L'une des plus grandes curiosités de la nature est de voir comment le genre hominidé de la famille des primates s'est développé au fil du temps, les grands primates et l'être humain constituant ce groupe. Le seul de ces primates non humains de grande taille vivant hors d'Afrique est l'orang-outan, qui comprend deux espèces différentes, l'orang-outan de Bornéo, le plus commun, et l'orang-outan de Sumatra, dont nous parlerons cette fois-ci. Ce singe habite une île du pays d'Indonésie, plus précisément au nord-ouest de Sumatra, dans des forêts fragmentées des basses terres tropicales avec des mangroves et des marécages, à des altitudes variant de 200 à 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ils sont entièrement arboricoles, c'est-à-dire qu'ils passent une grande partie de leur vie dans la canopée des arbres, s'y déplaçant pour se déplacer, ce qui en fait le plus grand primate arboricole de la planète. Les mâles peuvent mesurer jusqu'à 1,80 m, taille maximale enregistrée, avec un poids de 90 kg, tandis que la taille des femelles oscille entre 1,30 m et un poids de 30 à 50 kg. Ils sont couverts d'une fourrure longue et rousse, avec des bras allongés adaptés à leur mode de vie, dont l'envergure du bout des doigts atteint 2,25 m, bien plus puissants que leurs jambes, moins développés et plus faibles. En vieillissant, surtout les mâles qui sont plus lourds et moins agiles, ils préfèrent se déplacer au sol, mais grimpent pour trouver leur nourriture. L'alimentation de ce primate varie selon la saison. Ils se nourrissent de fruits quand ceux-ci sont disponibles, représentant 60% de leur régime alimentaire, mais avec l'inconvénient d'une disponibilité limitée par la saison, les figues étant l'un de ces fruits consommés à maturité. En dehors de la saison des fruits, ils consomment de grandes quantités de feuilles, fleurs, écorces, en petite quantité, des insectes comme les fourmis, grillons et termites, et occasionnellement des œufs ou un lorilan, pouvant aussi consommer de la viande. Étant arboricoles, les prédateurs ont du mal à les chasser, mais leurs principaux attaquants sont la panthère nébuleuse, qui les attaque pendant qu'ils se nourrissent ou se déplacent dans les arbres, et le tigre de Sumatra, qui s'attaque aux plus grands marchands au sol et parfois tente de les faire tomber des arbres. Ils sont diurnes et construisent chaque soir un nouveau nid dans les arbres pour dormir, en pliant des branches, entassant des bâtons et des feuilles pour leur confort. Ils sont peu sociables comparés à d'autres primates, mais plus que leur contrepartie de Bornéo, se réunissant pour l'épouillage, qu'ils font avec moins de soin et seulement sur la partie supérieure du corps, ou pour se nourrir dans une même région, où un groupe de femelles est accompagné d'un mâle adulte qui évite généralement le contact avec d'autres, signalant sa présence par des appels long pouvant porter jusqu'à 1 km, composés de mugissements, grâce au sac vocal que les mâles développent dans la gorge, permettant une vocalisation plus grave et ample. Les mâles se distinguent des femelles, outre la taille, par des excroissances sur les joues appelées disques faciaux, servant d'attrait sexuel pour les femelles, mais cela ne signifie pas que seuls les mâles avec ces disques se reproduisent. Les orang-outans, comme d'autres primates, ont une façon particulière d'attirer l'attention pour la reproduction, impliquant du harcèlement de la part du mâle, adulte ou subadulte, âgé de 15 à 24 ans, qui encercle une femelle ou un groupe de femelles, ces dernières tendant à choisir les mâles les plus développés. Les mâles moins développés peuvent en arriver à violer une femelle si elle est en chaleur ou la retenir en attendant qu'elle soit disponible. Il est important de clarifier que cette conduite ne reflète en rien une normalité dans la vie quotidienne des êtres humains et ne justifie en aucun cas le viol, un sujet dont j'aimerais parler plus tard. Mais les femelles ont un moyen d'éviter ce harcèlement et ces viols de la part des mâles subadultes. Elles cherchent la protection d'un adulte qui intimide les plus jeunes, ou s'allie avec une autre femelle pour se protéger mutuellement de ces agresseurs sexuels. La plupart des accouplements ont lieu pendant les mois de plus grande production de fruits, et il y a une augmentation de la reproduction lors des années où la plupart des arbres produisent une énorme quantité de fruits, appelée année de mast. Toute femelle sans petit sera disponible pour la reproduction pendant les mois les plus pluvieux, de décembre à mai. La gestation dure de 227 à 275 jours, donnant naissance à un seul petit, que la mère élèvera seule, se consacrant exclusivement à ses soins pendant 8 à 9 ans, le protégeant, le nourrissant jusqu'à 2 ans et lui apprenant à survivre, comme le comportement social, quoi manger, comment se défendre et de qui se défendre. La maturité sexuelle est atteinte vers 12 ans pour les femelles, qui s'installent près du territoire de la mère une fois indépendantes, et vers 19 ans pour les mâles, qui cherchent un territoire avec le plus grand nombre de femelles. Leur espérance de vie moyenne est de 44 ans à l'état sauvage et de 47 ans en captivité. Il n'y a pas de rapport de ménopause chez les femelles, avec des cas où une femelle adulte peut avoir des petits à 53 ans. Ils sont classés en danger critique d'extinction, avec une population qui diminue drastiquement.
On estime que 1000 individus meurent chaque année, ce qui est en fait l'un des primates et des espèces les plus menacées de disparition. Cela est dû à l'exploitation forestière illégale de leur habitat, estimé avoir détruit jusqu'à 80% de celui-ci, réduisant leur nourriture et provoquant des conflits territoriaux mortels entre orang-outans. S'ajoute la chasse illégale pour leur viande ou le braconnage des femelles pour leurs petits, vendus sur le marché noir comme animaux de compagnie, ce dernier point ayant réduit leur population de 30 à 50% ces 10 dernières années, ainsi que les incendies de forêt et leur faible taux de reproduction, aggravés par leur population décroissante année après année. Une mesure est la sensibilisation des habitants de Sumatra à ne pas attaquer cet animal, à ne pas détruire son habitat et à trouver des moyens de subsistance sans trafic de petits, ce qui est très compliqué. Une autre mesure, peut-être utopique, serait l'élevage en captivité, dans des institutions privées ou des zoos, afin de maintenir une population contrôlée et saine, capable de restaurer sa population avec certains individus relâchés et d'autres commercialisés pour réduire le trafic illégal, incitant les gens à s'en soucier en tirant profit et à survivre, avec un registre strict de la commercialisation, des destinations et des soins en captivité. Cette espèce joue un rôle très important dans sa région en tant que disséminateur naturel de graines. En consommant des fruits et en ingérant leurs graines, elle les dépose ailleurs via leurs excréments, favorisant la régénération naturelle de leurs forêts. Un problème pour l'être humain et vice-versa sont les maladies. Ils peuvent contracter la tuberculose, la grippe, le choléra, l'hépatite, la rougeole, entre autres, et les transmettre, ce qui pourrait en faire un réservoir de maladies dangereuses pour l'humain. L'un des grands primates, se balançant dans la canopée des arbres, arborant sa fourrure rousse et sa grande taille, remplissant une fonction importante dans son habitat et un maillon du genre hominidé. Voilà l'orang-outan de Sumatra. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce biais que je ferai les annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous est venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.